Chapitre 2. Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils? Dans un premier temps, attardons-nous sur les différentes structures de marché. Les marchés se distinguent non seulement par la nature des biens échangés, mais aussi par leur degré de concurrence. Observons sur notre schéma le continuum qui existe entre la concurrence parfaite et le monopole. Dans la majorité des cas, nous sommes face à des oligopoles, c'est-à-dire des situations de marché où un petit nombre de vendeurs fait face à de nombreux acheteurs. C'est ce que vous avez pu constater en réalisant l'exercice 1, page 38. Dans ces marchés imparfaits, les entreprises disposent d'un pouvoir de marché, c'est-à-dire la capacité d'influencer la fixation des prix et les structures du marché en faveur de leurs intérêts. Elles deviennent ainsi faiseuses de prix. Le document 2, page 38 et l'exercice 3, page 39 montrent particulièrement bien cette capacité à fixer les prix, notamment dans le cas des monopoles qui peuvent imposer des prix plus élevés pour obtenir ce qu'on appelle une rente de monopole. Si une entreprise est seule sur un marché, elle va naturellement fixer un prix plus élevé que si elle avait des concurrents. Moins il y a de concurrence sur un marché, plus les entreprises ont du pouvoir et plus elles imposent des prix élevés aux consommateurs. Intéressons-nous maintenant à ce qui cause les monopoles et plus précisément aux différents types de barrières à l'entrée, ces obstacles financiers, réglementaires ou technologiques qui rendent difficile, voire impossible, l'implantation d'une entreprise sur un marché. Ces barrières expliquent l'existence de trois principaux types de monopoles. D'abord, le monopole institutionnel. Accordé par l'État pour des raisons historiques ou d'ordre public, il correspond à un marché sur lequel ne peut vendre que le producteur désigné par l'État. Ces monopoles peuvent exister pour des raisons de santé publique, par exemple, limitant ainsi la liberté d'entreprendre. C'est le cas pour la vente de médicaments, comme illustré dans le document 1, page 40. Ensuite, le monopole d'innovation. Comme l'explique l'histoire d'Apple sur le document 1, page 40, le monopole d'innovation correspond à une situation où une entreprise qui applique industriellement ou commercialement une invention se trouve, au moins temporairement, en situation de monopole. Pour protéger l'innovation et encourager la recherche, les pouvoirs publics accordent des droits de propriété intellectuelle sous forme de brevets, créant ainsi un monopole légal temporaire. Sans cette protection, le pouvoir de marché disparaîtrait rapidement et découragerait l'innovation. Enfin, le monopole naturel, illustré par l'exemple du réseau électrique dans le document 2, page 40. Il apparaît lorsque la nature même de la production implique des coûts fixes très élevés, nécessitant d'importantes économies d'échelle. Dans ce cas, la présence d'un second opérateur serait économiquement non viable. Cette situation conduit souvent les pouvoirs publics à intervenir, notamment sous forme de monopole institutionnel, pour limiter le pouvoir de marché de l'entreprise monopolistique. Au-delà de ces trois types de monopoles liés aux barrières à l'entrée, il est important de comprendre que le pouvoir de marché des entreprises résulte également de leur propre stratégie. Ces stratégies peuvent prendre plusieurs formes. La différenciation des produits, par exemple à travers une image de marque distinctive, le déclenchement des guerres de prix, parfois sous forme de dumping, pour éliminer la concurrence, et la mise en place d'ententes avec d'autres acteurs du marché. Ces différentes stratégies conduisent souvent à l'émergence d'une concurrence monopolistique où chaque entreprise cherche à se distinguer pour obtenir un avantage sur ses concurrents. Après avoir détaillé les causes et les effets des monopoles, attardons-nous sur les problèmes liés aux oligopoles. Dans un marché oligopolistique, les entreprises sont souvent tentées de s'entendre pour augmenter leurs prix. Le document 3, page 43, présente le dilemme du prisonnier qui montre comment, en l'absence de communication, les entreprises ont tendance à ne pas coopérer et à baisser leurs prix, aboutissant à une situation non optimale pour elles. Cette situation peut mener à la formation de cartels ou ententes, qui sont des accords passés entre plusieurs entreprises dans le but de fausser la concurrence. Ces accords peuvent porter sur les prix, les quantités produites ou même la mise en place de nouvelles barrières à l'entrée pour empêcher l'arrivée de nouveaux concurrents. Cependant, comme l'explique le document 4, page 43, ces cartels ne se forment pas automatiquement. Plusieurs conditions sont nécessaires à leur émergence. Un nombre limité de vendeurs sur le marché, une élasticité de la demande favorable, si celle-ci est trop forte, toute entente se traduirait par une baisse importante des ventes, des produits relativement homogènes entre eux, la présence de barrières à l'entrée ou la nécessité d'économies d'échelle. Ces situations d'oligopole peuvent avoir des conséquences particulièrement négatives pour les consommateurs. En effet, le pouvoir de marché obtenu par les entreprises peut être utilisé à leur détriment de trois manières principales. L'imposition de prix plus élevés, une réduction de l'innovation et une baisse de la qualité des produits ou services. Face à ces imperfections de marché, l'intervention des pouvoirs publics est nécessaire. C'est ce qu'on appelle la politique de la concurrence. Comme l'explique le document 1 de la page 44, la concurrence n'a rien de naturel et doit être considérée comme un outil par les autorités, plutôt qu'un principe en soi. Comme le montre le document 4 de la page 45, le premier volet d'intervention concerne la lutte contre les ententes.
Les autorités peuvent imposer des amendes dont le montant varie selon les années en fonction de leur capacité à détecter les cartels. Pour faciliter cette détection, elles ont mis en place la procédure de clémence, qui réintroduit astucieusement le dilemme du prisonnier. La première entreprise qui dénonce l'entente peut bénéficier d'une réduction importante de son amende. Le deuxième volet, que nous pouvons observer dans la vidéo 2 de la page 44, concerne la régulation des opérations de fusion-acquisition. Ce contrôle de la concentration économique impose que toute entreprise souhaitant en racheter une autre, partiellement ou totalement, doit d'abord obtenir une autorisation. Après enquête approfondie, les autorités disposent de 3 options: accepter l'opération sans condition, l'accepter avec des conditions particulières, ou l'interdire totalement. Enfin, illustré par le document 3 de la page 45, le troisième volet traite des sanctions contre les abus de position dominante. L'autorité de la concurrence intervient lorsqu'une entreprise adopte un comportement visant à éliminer, contraindre ou dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur le marché, faussant ainsi la concurrence. Les marchés imparfaitement concurrentiels nécessitent donc une régulation équilibrée. Si les entreprises cherchent naturellement à obtenir un pouvoir de marché pour accroître leurs bénéfices, ce pouvoir peut être utilisé au détriment des consommateurs. Toutefois, dans le cas des innovations, il peut aussi être générateur de richesse et accroître à terme le surplus des consommateurs. Le rôle des pouvoirs publics est donc de trouver le juste équilibre entre permettre aux entreprises d'innover et se développer tout en protégeant les consommateurs des abus potentiels.